C'est bon? Oui. Génial, c'est tout bon. Voilà, tout le monde t'entend. Tu vas voir réagir tout le monde pour te dire bonjour. Je disais avant que ça me surprend de vous voir comme ça, dans une salle comme ça, que d'habitude, vous êtes tous par terre. Ben, c'est très bien. Mais écoute, on est ravis que tu puisses être là avec nous un tout petit peu. Si tu veux bien partager avec nous, comment c'est pour toi de venir enseigner au DU où tout le monde est par terre, comme tu dis. Et puis, un petit peu comme on l'envisageait, les données aussi en épigénétique et puis dans d'autres domaines de ta spécialité. Je t'entends très mal, et Jean-Gérard. Les autres choses de ton domaine de spécialité où il y a des choses qui se sont passées depuis 10 ans. On a eu un moment, juste un petit peu avant, qu'on a passé avec Antoine, qui est actuellement en Australie, et Gaël, qui n'ont pas voulu révéler les résultats de votre étude commune concernant ton domaine, l'épigénétique. Donc, ils te laissent la primeur pour en parler un petit peu parmi tout ce que tu vas nous raconter. Bon, d'accord. Donc, de quoi tu veux que je parle d'abord de toi, de ton expérience, de comment ça s'est passé pour toi quand tu es venu au DU et puis y enseigner, et ce qu'a été cette expérience pour toi. Écoute, c'est vrai qu'à chaque année, c'est un grand défi pour moi de présenter des données scientifiques moléculaires très spécifiques, tu sais, à un groupe de personnes issues des sphères professionnelles très différentes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je rencontre un groupe de personnes qui font preuve d'une curiosité, d'une ouverture d'esprit, d'une sensibilité étonnante. Et en fait, chaque année, je suis surprise par la richesse des échanges qui se génèrent. Et donc, pour moi, c'est toujours une source de motivation qui me pousse à poursuivre, tu sais, mes efforts et à progresser dans ce travail. Donc après, je pense que vous êtes tous et toutes de moteurs de changement dans ce monde qui, en ce temps de crise, a besoin d'être transformé en profondeur. Et donc, je serai la plus heureuse du monde si, grâce au partage de nos recherches et à leurs implications, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu contribuer au voyage de chacun d'entre vous. Donc, c'est vrai qu'aussi au cours de ces 10 dernières années, bon, je ne sais pas depuis quand j'enseigne, si c'est depuis la première édition ou la deuxième, mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, bien sûr, Jean-Gérard, Eric, Xavier, Marion, François, et Régis, bon, bien d'autres. Ah, et aussi, par exemple, pour vous donner une dimension de l'importance qu'il y a pour moi les échanges qu'on a dans CDU, par exemple, grâce aux discussions qu'on a eues l'année dernière, notamment, cette année, j'ai créé une association et genre ONG pour poursuivre les études qu'on a commencé à faire sur la prévention des risques sur la santé et des enfants et adolescents victimisés par des expériences négatives dans l'enfance. Et on a déjà commencé avec des programmes en Argentine parce qu'on s'adresse à des populations vulnérables. Donc, enfin, je me sens très privilégiée et très reconnaissante de faire partie de l'équipe des CDU, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à se motiver mutuellement dans nos efforts pour créer un monde meilleur. Super, merci infiniment de ce partage, de tout ça. Est-ce que peut-être on peut en venir à cette partie d'échange dans une perspective de 10 ans comme ça, dans ton domaine, l'épigénétique, et pas seulement tes travaux et puis d'autres travaux. Qu'est-ce qui a, à ton avis, été vraiment marquant, qui sont découvertes maintenant posées avec solidité, avec certitude, ou plus ou moins de certitude? Oui, mais écoute, c'est hyper étonnant quand tu me poses cette question. Dans les 10 dernières années, tu sais, il y a 10 ans,
je n'avais pas encore publié une seule étude sur l'impact épigénétique des pratiques de méditation. Et maintenant, on accumule plus de 10 études originaux très poussées, très pionniers, petits, si tu veux, parce que c'est vrai que c'est c'est un domaine qui n'avait pas été du tout exploré. Donc, on a été les premiers à faire ça avec, moi, en collaboration avec et Richard Davidson et Antoine Lutz et d'autres gens extraordinaires. Donc, je veux dire que pendant 10 ans, et ça a explosé. Et ça veut dire, ça a explosé, c'est une manière de dire, parce que c'est vrai qu'au-delà de nos études, il y a quelques groupes aussi qui ont publié 2, 3 articles aussi sur l'impact épigénétique des interventions et des méditations, mais pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des experts en biologie moléculaire et en sciences basiques, sciences des recherches de base, qui s'intéressent à appliquer toutes ces technologies dans des sujets de prévention, et des sujets de bien-être, et des sujets de cultiver l'esprit. Et donc, franchement, quand je regarde 10 ans en arrière, je me demande de quoi je pourrais parler il y a 10 ans, non? Parce que c'était que des hypothèses. Et année derrière année, bon, il y avait une diapo de plus, 2 diapos de plus, 5 diapos de plus, et chaque diapo, c'est 3 ans d'efforts ou 4 ans des efforts immenses. Comme cette année que je te racontais, oui, je peux présenter les résultats de notre étude de Meditaging sur les télomères, et ça fait 6 ans qu'on travaille là-dessus. Et finalement, j'ai une diapo. Et donc, voilà, c'est très réconfortant de regarder en arrière et voir tout ce qu'on a pu faire là-dessus. Et par rapport, je ne sais pas si vous voulez comme un résumé de ce qu'on a fait ou c'est une... Oui, peut-être ce serait bien un bref résumé comme ça, si tu prends effectivement quelques minutes pour juste donner les grandes choses marquantes. Oui, les grandes choses marquantes, c'est par exemple que on a montré que des méditants montrent des changements dans l'expression des gènes, des voies qui sont très importantes pour la régulation épigénétique, et aussi et que ces changements épigénétiques sont associés à une meilleure récupération face au stress psychosocial. Aussi, on a montré que certaines des modifications épigénétiques qu'on a vues sont similaires que ces modifications qui peuvent inverser les marques épigénétiques associées au traumatisme dans l'enfance. Et ça, c'est ce qui nous a inspiré à faire le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui avec des adolescents, et ce qu'on a fait déjà en Colombie et ce qu'on commence à faire maintenant en Argentine. Et le but de cette association que j'ai créée cette année, aussi, on a montré pour la première fois des changements des méthylations de l'ADN. Imagine-toi que la première étude qu'on a publiée sur ça, la méthylation de l'ADN chez des méditants, que c'est une étude qu'on a fait avec Raphaël Shea et qu'on a publiée à l'année 2020. On a analysé 450 000 sites d'éméthylation sur l'ADN de tous les méditants, tous les groupes contrôle avant et après l'intervention. Et la technologie est en train d'avancer tellement vite dans ce domaine que dans l'étude avec les adolescentes en Colombie, on a étudié, au lieu de 450 000 sites, on a étudié 850 000 sites dans chacune des participantes avant et après. Donc, après le travail qu'on a fait avec Cliff Saron à l'Université de Californie à Davis,
Et on a montré pour la première fois, par exemple, qu'une retraite de méditation a allongé les télomères des participants. Et il y avait beaucoup d'études qui montraient les effets sur la télomérase, mais il n'y avait pas encore d'études qui montraient un effet direct sur les télomères. Ça, on a pu le publier avec des changements dans l'expression des gènes, de plus de 20 gènes qui participent dans la création et la protection de ces télomères. On a montré aussi l'impact de la méditation sur l'horloge épigénétique. C'est un autre marqueur de vieillissement biologique. Et on a montré que les gens, plus les méditants ont médité depuis de nombreuses années, plus leur horloge épigénétique est ralentie. Donc, c'était la première preuve, c'est la première preuve moléculaire de l'impact transformateur et cumulatif de la méditation au niveau épigénétique. Ce sont des études très modestes pour l'instant parce que c'est des preuves de concept et qui ont besoin d'une confirmation dans des études randomisées avec beaucoup plus de participants, mais c'est les premières évidences. Bon, après tout ça, on a commencé ces études sur les expériences négatives dans l'enfance, l'impact épigénétique et sur la santé mentale d'un programme basé sur la méditation, mais c'est un programme multimodal qui inclut aussi l'expression artistique et aussi des techniques pour reprocesser les traumatismes. Et là aussi, on a eu des résultats très, très encourageants. On a travaillé avec un groupe de 44 adolescentes de 14 à 16 ans avec une accumulation de plus de 4 expériences négatives dans l'enfance, par exemple, abus physique, émotionnel, psychologique, sexuel, maltraitance, négligence, foyer dysfonctionnel. Et c'était tout sous protection de l'Institut de bien-être familial en Colombie, dans des foyers sociaux. Et on a fait ce programme, on a vu une diminution très importante des symptômes de stress post-traumatique par-dessous les seuils de diagnostic. On a vu des changements de méthylation d'ADN, des centaines de gènes qui corrélaient avec ces améliorations et sur la santé mentale et la pleine conscience. Donc, c'est des études qui aussi doivent être continuées pour voir si ces effets se maintiennent à long terme et sont préventifs sur tous les impacts négatifs de ces expériences sur la santé et le comportement à long terme. Donc, c'est le but de nos futures recherches. Et j'espère que, je sais pas, dans 10 ans, je pourrais vous raconter plein de nouvelles choses sur ça. Aujourd'hui, c'est des hypothèses, ce sont des hypothèses, on n'a pas encore les résultats. Mais comme ça, on continue le travail maintenant en Argentine avec un programme similaire, mais destiné aux écoles et dans des communautés vulnérables. Et là aussi, on a obtenu une Varela Grant des Mind and Life Europe avec une collaboratrice en Argentine, la docteur Martinez Vivot, et l'association qui commence à être soutenue par des gens qui croient en ce projet. Et ça me rend énorme, très, très heureuse. Et voilà. Et qu'est-ce qui a progressé dans mon domaine pendant tous ces 10 ans? Mais c'est immense. C'est à commencer par la technologie qui change et s'améliore et nous permettant de faire des choses plus poussées, plus détaillées, spécifiques à chaque étude. Et aussi de la technologie jusqu'à des nouvelles théories par rapport à l'évolution, des nouvelles théories d'évolution qui vont
qui dépasse les idées plus classiques de néo-darwinistes et qui inclut avec des théories unifiées et l'impact de l'épigénétique environnementale en plus des mutations génétiques et de tout ce qui est l'évolution qui tient en compte toute la biologie moléculaire qu'on a pu connaître pendant le XXe siècle, mais maintenant, ces nouvelles théories incluent et demandent d'inclure l'épigénétique environnementale comme un élément qui intervient directement sur la variation phénotypique héritable, sur laquelle agirait la sélection naturelle. Donc, ça, c'est des choses très, très récentes. Et donc, et nous, on participe à toutes ces connaissances sur l'épigénétique environnementale avec ces études sur l'impact de l'entraînement dans les qualités de l'esprit et du cœur. Et donc, on verra bien comment, bon, en espérant que ça puisse promouvoir des phénotypes héritables sur lesquels la sélection naturelle pourra agir. Et c'était vraiment un changement de paradigme avec une perspective transformationnelle et où il y a une relation circulaire entre ce qui est l'environnement et ce qui est notre épigénome et une perspective inactive, on peut dire, où on sait que la peau n'est plus une limite documentée entre ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a dedans, et entre ce qui est biologique et ce qui est social, et qu'il y a une codétermination à des multiples niveaux entre ce qui est ce sont les voies, tout ce qui appartient au domaine social et tout ce qui appartient aux voies biologiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pendant ces dernières années, 10 ans, on a commencé à découvrir ce qu'on appelle maintenant l'exposome, que c'est tous les composantes environnementales qui ont un effet dans notre santé physique, mentale, notre comportement. Et dans cet exposome, il y a tout ce qui est des facteurs environnementaux propres, et des modes de vie, des pollutions, de tout ce qu'on peut imaginer au niveau environnemental, mais il y a aussi tous les facteurs, les composantes psychosociales. Et donc, dans ces dernières 10 ans, il y a plusieurs projets européens très importants qui ont commencé à étudier l'exposome. Donc, dès la vision qu'il y avait à la moitié du XXe siècle, qui c'était la vision eugéniste et génocentrique, maintenant, il y a les financements pour tous ces projets qui étudient l'exposome, l'impact de l'environnement au niveau de la santé et de la société. Et comme ça, je pense que ce qui manque encore un peu, c'est cette idée des codépendances, c'est-à-dire comme cet exposome nous affecte et comme nous, à la fois, on affecte l'exposome. Donc, c'est cyclique et c'est... hier, j'étais dans un restaurant indien et il y avait cette sculpture, cette statue de Nataraja, que c'est une représentation de Shiva, mais comme une divinité de la danse qui danse dans un cercle de feu
et qui appuie son pied, il appuie une figure qui représente l'ignorance et oui, la violence et toutes les forces négatives du monde, de l'univers. Donc ça me fait penser un peu à tous ces cercles concentriques, non? Avec cette figure au centre, cette figure anthropomorphique au centre. Voilà, et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est vrai que dans ces derniers 10 ans aussi, un autre, euh, quelque chose d'hyper important s'est développé bon, qu'on ne connaissait pas du tout avant, il n'y avait pas de preuves scientifiques moléculaires sur ça, c'est la transmission épigénétique transgénérationnelle, l'impact, par exemple, qui a la violence, les guerres, les traumatismes, la violence des genres, les génocides sur nos cellules au niveau épigénétique et la transmission que ça peut avoir de génération en génération. Et les perspectives que tout ça peut nous offrir, par exemple, en ces temps des guerres terribles qu'on est en train de témoigner, par exemple, on peut se poser la question de la justice intergénérationnelle, par exemple. Si vous vous souvenez, je vous parle toujours de ces principes de précaution et qui permet aux décideurs d'adopter des mesures de précaution lorsque les preuves scientifiques d'un danger pour l'environnement ou pour la santé humaine suggèrent un risque de causer des dommages et les enjeux sont élevés. Donc, par exemple, en vertu de ces principes, la transmission épigénétique multigénérationnelle des risques sur la santé et sur les comportements devrait obliger ceux qui déclenchent une guerre ou un conflit violent à rendre compte des conséquences et de leurs actes sur les enfants qui ne sont pas encore nés. Et ça constituerait un argument supplémentaire de limitation des conflits violents. Et malheureusement, ce n'est pas si simple que ça parce que, par exemple, on a vu ces jours comment l'Autorité européenne de sécurité des aliments a déclaré qu'il n'a pas identifié aucun sujet de préoccupation critique, par exemple pour l'utilisation du glyphosate. Et on a dit qu'il n'y a pas aucun sujet ils n'ont pas identifié des sujets de préoccupation critiques sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement. Donc, ils l'ont autorisé pour 10 années encore. Et on a déjà des données épigénétiques qui montrent que l'utilisation du glyphosate, et ça c'est des études très récentes, c'est aussi des dernières 4 ans, qui montrent un impact transgénérationnel, c'est-à-dire un organisme femelle enceinte exposé au glyphosate a un impact transgénérationnel qui affecte les petits-enfants, les arrière-petits-enfants avec plein de toxicités multiples sur les reins, sur les ovaires, les prostates, et des obésités, des malformations à la naissance. Donc, vous voyez, on fait beaucoup de recherches. Ça prend beaucoup de temps d'avoir des résultats, de pouvoir partager. Et ça prend encore beaucoup plus de temps que tout ça puisse être intégré dans par ceux qui décident, ceux qui font les lois. Mais bon, on ne va pas laisser tomber, on va continuer à générer des évidences et à insister à faire un travail à la fois scientifique, à la fois humanitaire, à la fois social, essayer de pouvoir contribuer à que tout ça puisse conduire à une amélioration de notre environnement et de la vie sur notre planète. Merci.